Voilà, d'accord. Et sinon, vous travaillez dans l'informatique, le retail, le... Non? Bon, on ne saura pas. Loïc, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc Loïc Lagarde, je suis le directeur général de la société Omnifar. On fait de la distribution de produits de parapharmacie en ligne pour les consommateurs, majoritairement en France. On est connu à travers le site santédiscount.com qui est leader sur ce marché. On est donc basé du côté de Montrab. Ça fait maintenant un petit peu plus d'une dizaine d'années qu'on opère et voilà, toujours un plaisir d'être là pour voir un peu la fraîcheur et de voir que même malgré le Covid, tout le monde se rassemble autour des sujets du numérique à Toulouse. Je te laisse te présenter. Juste. Oui, bonjour, Laurent Capla, je suis fondateur et responsable du site bienmanger.com, qui est un site spécialisé sur l'épicerie fine et les produits alimentaires de qualité depuis une vingtaine d'années. On fête nos 20 ans cette année, malheureusement le Covid ne nous a pas permis encore de le fêter vraiment. Quoi qu'il y a dû peut-être avoir un petit boom sur les commandes quand même. Aussi. Est-ce que Bertrand, vous êtes avec nous? A-t-on récupéré Bertrand? On a... Je vous laisse vous présenter, puis peut-être... Je vous en prie, je vous laisse vous présenter, puis peut-être enchaîner sur les chiffres de la FEVAD. C'est ça, on a 4 à 5 secondes. Oui, déjà vous présenter, puis enchaîner sur les chiffres de la FEVAD, peut-être pour nous mettre en bouche. des associations de référence qui ont été créées. Donc, je suis en tout cas content d'intervenir là-bas. Malheureusement, pas physiquement cette année, c'était un petit peu compliqué. Et puis, donc, la FEVAD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. C'est l'association qui représente en France les acteurs du e-commerce. Elle regroupe environ 650 membres, de plus en plus mélangés. Hein. On a du pure player, on a beaucoup de retailers maintenant qui ont des canaux internet. On a des SBB, comme on dit, hein, des native brand. On a principalement des e-commerçants, parce qu'il y a des commerçants. Hein. On a une fédération de commerçants. Et la spécificité de la FEVAD, c'est qu'on réunit aussi des membres associés, qui sont des acteurs de l'écosystème. On a aussi bien des gens dans le transport, de la logistique, que dans le paiement, la monétique, la fraude, ou le marketing, le web marketing, ou l'IT, avec les solutions IT pour le e-commerce. Et ces gens-là nous apportent beaucoup en connaissances spécifiques, en veille et en animation d'un certain nombre d'ateliers que l'on anime. Voilà, donc là je vais vous partager effectivement les chiffres de la FEVAD qui ont été publiés la semaine dernière. C'est un petit peu déroutant de... Attendez, voilà. Est-ce que vous voyez... Alors, en fait, on va pas voir les slides, donc il va falloir nous expliquer les chiffres plus que nous les montrer. On n'a pas de vidéoprojection ici. Oui, nous on les voit bien, nous les intervenants on voit très bien les chiffres. Malheureusement, pas l'auditoire. Bon, je vous laisserai la presse et vous pourrez la partager. Ça va être un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. Donc, attendez, il faut que je m'en remette sur ma presse qui est passée où? C'est pas acrobatique. Hein.
e-commerce, hein, alors les tableaux, on va passer rapidement, c'est pas très grave que vous ne les voyez pas. C'est vrai que le deuxième trimestre a été un petit peu chahuté, comme vous le savez tous. À la louche, le e-commerce, c'est. Je vais baisser le son parce que je retourne dans les oreilles. Le e-commerce en 2019, c'était 104 milliards d'euros et moitié de ce volume d'affaires est réalisé par ce qu'on appelle nous les services, qui est la troisième ligne, principalement le service, ça, c'est le voyage, les billets, la billetterie, un certain nombre de services digitaux, tout ce qui ne donne pas lieu à la livraison d'un colis. Et donc, ce gros secteur d'activité du e-commerce a énormément souffert du Covid. On voit que sur le T1 2020, un chiffre. On voit du moins 20, mais on va voir un petit peu plus loin que ça a extrêmement baissé, alors que. Ah voilà, il manquait la fin du tableau. On voit que ce panel lycée au voyage, il a baissé de 46% sur 7 mois en 2020, alors que du côté des produits, on a une croissance de presque 25% sur les 7 mois de ce début d'année. On ne va pas s'arrêter dans le détail de ces chiffres, je vais vous montrer très rapidement quelques secteurs qui ont surperformé, hein, notamment en raison du Covid, qui ont surperformé en ligne. Donc là, on voit effectivement la courbe du commerce de détail qui est fournie par la Banque de France. Et on voit que sur le T2, l'ensemble du commerce de détail a souffert de presque moins 13%, alors que notre indice à nous, l'ICE 100, qui regroupe une centaine de gros sites, a bondi à presque 50%, alors on ne va pas dire 50, mais 45% de croissance sur T1, T2, 2020. Donc avec des secteurs, on le voit sur la gauche, vous ne voyez pas, mais des secteurs qui ont surperformé et d'autres qui ont extrêmement souffert. Alors, ça c'est un petit peu la courbe que vous avez dû voir un petit peu partout, hein, peut-être déjà. C'est-à-dire qu'on est début mars à un indice 100 et puis on voit que la première semaine de confinement, tout s'écroule avec le e-commerce. Hein, le e-commerce moins que le commerce de proximité. Mais il y a notamment des enseignes mode textile qui ont extrêmement souffert de cette première semaine de confinement. Puis très rapidement, effectivement, pendant la suite jusqu'à mi-mai, hein, à peu près, ou fin mai, le e-commerce a repris des couleurs parce qu'il n'y avait pas d'autres canaux d'accès à la consommation pour beaucoup d'acheteurs, et d'acheteurs. Hein. Et du coup, on voit des enseignes textiles qui ont performé 140, 150%. On est parti d'un distance, donc ça a cru de 50%. Les produits high-tech aussi, tout ce qui est équipement de la maison, produits culturels, ont été aussi parmi les produits les plus consommés pendant cette période. Et puis ça s'est stabilisé au déconfinement, un petit peu, et puis la courbe est restée, on va le voir un petit peu plus loin sur d'autres études que l'on a menées avec les MFI et Cora. Un des points forts de la croissance de l'e-commerce dans cette période, ça a été les places de marché. On a vu beaucoup de commerces traditionnels proposer enfin une offre digitale et comment la proposer le plus facilement possible. Je sais bien que tout le monde dit à beaucoup de gens, mais c'est vrai que la présence sur les places de marché est quand même, pour un petit commerçant physique, c'est quand même le plus simple d'aller sur une place de marché pour vendre ses produits en France ou à l'étranger. Donc on a vu l'indice de nos places de marché, effectivement, qui a également, entre guillemets, profité de cette période. Quelle est la répartition aujourd'hui entre marketplace et vendeur direct, si vous avez la question? L'indice mobile, le mobile, curieusement, a été ces dernières années extrêmement florissant dans votre canal d'achat. Hein, on achète beaucoup de plus en plus via ce développement. Un petit peu souffert de la période qu'on vient de traverser, notamment parce que l'indice est fortement impacté par la chute des achats de transport, liens et des coûts, beaucoup sur des
marché de travailler à la maison, avec son mobile, et il est plus facile d'acheter finalement sur le desktop. Là, je passe rapidement sur la méthodologie. Hein. Vous savez qu'on a un indice, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, d'une centaine de sites, et puis parallèlement, on interroge les plateformes de paiement qui nous donnent tous les trimestres le volume d'affaires qu'ils ont réalisé, le nombre de sites actifs et le nombre de transactions. Et en combinant ces deux indices, hein, on arrive à faire une estimation du marché du e-commerce en France. Donc là, on voit effectivement que globalement, sur l'activité e-commerce, le premier semestre a été brillant, hein, on était à 3,5%, là où fin 2019, on était encore avec des croissances à deux chiffres de 3,5%, et bien sûr, l'effet des services qui ont chuté complètement dans la croissance, alors que les produits, eux, une croissance infiniment plus forte. Et globalement, le T2 2020 se termine avec presque 26 milliards de dépenses en ligne. Un point qu'on suit aussi, alors ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais c'est le montant moyen des transactions. Le montant moyen des transactions, lui aussi, a été affecté par la suppression, alors qu'il avait plutôt tendance à baisser fortement ces dernières années, en raison de la démocratisation de l'achat en ligne. Hein. On achète tout en ligne, alors qu'au début, c'est vrai que le panier moyen était plutôt constitué de produits techniques, de produits de voyage achetés par des CSP+, de plus en plus démocratisant. Le panier moyen du e-commerce rejoint celui du commerce traditionnel. Sauf que là, avec le confinement, on a vu arriver des gros paniers alimentaires, notamment, et des gros paniers de produits culturels, et ce montant moyen a été un petit peu boosté par ça, et à mon avis, c'est transitoire. La progression du site, du nombre de sites marchands, oui, ça continue. Sur le T2 2000, on est à plus de 200 000 sites marchands en France. Il faut savoir que... Oh là, il y a des pots là. C'est bon pour nous. Ce marché est extrêmement concentré. Hein. Vous retrouverez, si vous n'allez pas aller sur le site de la FEMAC pour télécharger la plaquette de chiffres, on publie cet indicateur tous les ans, la concentration du e-commerce. Hein. Je crois que 1% des sites font 90% ou plus, je n'ai pas de chiffre exact, du volume d'affaires. C'est vrai que ce qui fait la richesse de ce marché, c'est effectivement la longue traîne. C'est 200 000 sites, si on a 2400 qui font peut-être 80% du volume, et puis il y en a 200 000 qui font le reste. Ils sont présents notamment sur les places de marché, et c'est une grande richesse pour les retailers d'avoir cette possibilité de vendre directement en ligne, soit par eux-mêmes, c'est le mieux, hein, soit sur les places de marché s'ils veulent toucher un public plus large, voire aller vendre à l'étranger. Une petite synthèse intermédiaire, parce qu'après j'ai quelques chiffres sur le marché textile et sur les consommateurs, les comportements d'achat. Donc, si je récapitule, près de 26 milliards d'euros de ventes au deuxième trimestre. 408 millions de transactions, une forte accélération des ventes de produits, plus 36%, et qui compense la chute des services, presque moins 20%. La croissance, elle est faite principalement par les enseignes magasins. C'est eux qui ont... Le e-commerce a permis à ces enseignes magasins d'amortir le choc terrible de ne pas pouvoir vendre dans leurs espaces physiques et de pouvoir continuer à toucher leur clientèle et à vendre avec les sites qui les ont ouverts déjà maintenant pour beaucoup depuis de nombreuses années. Et puis, c'est ce qu'on met un petit peu après, l'amortisseur économique, ça a permis de réduire l'impact économique de la crise pour de nombreuses entreprises du commerce. Et puis, je vais passer un petit zoom rapide sur le textile. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'acteurs du textile. Le textile a extrêmement mal vécu cette période de confinement. Hein. On voit là, c'est des chiffres de l'Institut français de la mode qui nous ont été communiqués, quel que soit le canal, hein, que ce soit les multimarques, les chaînes spécialisées, les chaînes de grande diffusion ou les grands magasins.
ou les super-hyper, ils ont tous extrêmement souffert de cette période. Et là aussi, c'est le e-commerce, mais quand je dis le e-commerce, hein, c'est les sites de ces acteurs-là qui ont chuté, qui a pu récupérer un petit peu les volumes d'affaires traditionnellement faits en magasin. Alors oui, j'ai un enseignement que le e-commerce a gagné plusieurs années de développement pendant la crise du Covid. C'est vrai qu'on a vu de nombreuses enseignes booster leurs investissements e-commerce et des petites aussi qui ont rejoint les places de marché ou qui ont il y a eu beaucoup de solutions qui ont mis en avant ou qui ont même mis des offres spéciales Covid pour permettre aux petits commerces de rejoindre le digital. Ça, on a aussi participé à cette vague-là et c'est très bien. Ça, je vais peut-être passer rapidos. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Cette période a en revanche contribué à redistribuer les cartes online. Hein. C'est vraiment les click and mortar, ceux qui ont des magasins et qui ont en plus un site, qui ont le plus performé pendant cette période. On voit que les pure players, de leur côté, eux, on passe dans le mixte, mix d'achat, ont plutôt baissé. Hein. C'est normal si les click and mortar montent, les VAD sont plutôt assez stables. Enfin, il y a une érosion de la VAD quand même un petit peu continue. Hein. Voilà. Et puis, on a vu Amazon détrôner de son site. Hein, si on fait le top 15 en dépenses des sites Internet, en février 2020, Amazon est traditionnellement en tête depuis, dans le textile, hein, là on est toujours en tête depuis très longtemps. On voit effectivement que les marques, certaines marques ont su un petit peu tailler des paupières au grand méchant loup, et notamment un Vinted hein, qui est important, qui est apparu il n'y a pas si longtemps dans les classements. Vinted, vous savez, c'est l'économie circulaire, hein, c'est revendre vos produits, vider vos placards, revendre vos produits et voire acheter aussi des produits déjà utilisés. 40% des Français ont fait du tri dans leurs vêtements pendant le confinement. Des chiffres super importants. Je vais passer très rapidement sur les comportements et les internautes, parce que là, on a vu un petit peu le marché et comment les acteurs se positionnaient. De leur côté, les médiamétries nous donnent une lecture un petit peu plus consommateur. On voit que, là, on est toujours sur les enseignes, on voit que 71% des cyberacheteurs 12 derniers mois ont acheté sur des sites d'enseignes physiques. C'est quand même un chiffre qui est à la hausse. On voit aussi que traditionnellement, la livraison à domicile est privilégiée pour ces achats-là. Ça, c'est pas très nouveau. L'interaction physique digitale, ça, c'est une complémentarité qui est de plus en plus plébiscitée par les cyberacheteurs, avec comme avantage principal la possibilité de se renseigner sur un produit en ligne avant d'acheter en magasin, la possibilité d'aller voir le produit en magasin, la possibilité de me rendre en magasin, de rencontrer quelqu'un et de se faire conseiller, la possibilité de commander en ligne et de se faire livrer en magasin. Donc, bref, tous ces avantages qui mixent les canaux sont particulièrement bien vus des internautes, des cyberacheteurs. Et un phénomène très important qu'on a vu là, je ne sais pas sur Toulouse s'il y a des initiatives de ce genre, mais une forte attente d'une offre en ligne pour tous les commerces de proximité de centre-ville. C'est une question. On leur a demandé, pensez-vous que les commerces de proximité de centre-ville devraient proposer la possibilité de commander sur Internet? Il y a 68% des cyberacheteurs qui pensent que oui. Et plutôt dans une tranche d'âge où il y a du pouvoir d'achat. Et alors, les produits plébiscités, il y a les produits culturels, il y a de tout, hein, mode, chaussures, l'alimentation, bien sûr, les produits techniques, la déco, le bricolage. Donc, il y a effectivement eu, je pense, avec cette période un petit peu compliquée, un déclic chez de nombreuses personnes et chez de nombreux acteurs. Et on voit fleurir des plateformes de centre-ville qui sont attendues par les consommateurs. Alors après, est-ce que le consommateur n'est pas aussi un petit peu compliqué, hein, parce qu'il dit ça dans les enquêtes, par ailleurs, il va acheter tous ces produits sur Amazon. Donc, il faut aussi se méfier, mais c'est quand même assez nouveau, donc c'est à noter.
Et dans les avantages qui sont notés pour promouvoir le commerce local, c'est la possibilité de commander dans son petit commerce. Il y a quand même une forte appétence et, avec ces commerces locaux. Il y a quand même une tendance lourde effectivement, à chercher à être responsable dans ses achats de plus en plus. Ça permet de gagner du temps aussi. Et puis, c'est la possibilité d'avoir un conseil personnalisé lorsqu'on va chez son commerçant. Voilà, ça permet de vraiment. Quand on leur demande s'ils préféreraient avoir une plateforme qui réunit plusieurs commerçants de sa zone de chalandise, c'est vraiment cette solution qui est plébiscitée par rapport à ceux qui disent que les petits commerces doivent avoir chacun leur site pour chaque commerçant de proximité. Je vous propose de conclure ici. Est-ce que vous pouvez... Les produits alimentaires, ça, on en a déjà parlé. Je vais terminer avec le top 15 des sites qu'on publie à chaque fois avec Médiamétrie tous les trimestres. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement un certain nombre de... Alors, je vais laisser sur cette slide-là. On voit des enseignes magasins qui sont là, du mano-mano pour la maison. Là, on voit bien effectivement tout l'univers qui a été un petit peu boosté par cette période. Vinted qui est très haut, les alimentaires Leclerc, Carrefour, Amazon, Cdiscount, ils sont toujours là-haut. Mais Leroy Merlin, oui, mano-mano pour la maison, Darty pour l'équipement de la maison aussi. Les produits culturels ont très bien performé, eBay. Et puis, si on le regarde selon les différents écrans, là aussi, c'est intéressant. Vous ne voyez pas les chiffres, mais ouais, c'est pas grave, on voit qu'Amazon est toujours premier. Rapidement, quand on voit effectivement qu'un Wish ou un Vinted, ils sont quasiment full. Ils sont mobiles. Oui. Merci beaucoup Bernard. On va repasser ici dans la salle. Alors, on voit des modifications a priori des comportements des consommateurs, même si on voit toujours Alibaba et Amazon en tête. On a cherché à manger local, à manger bio. Est-ce que ça s'est vu? Est-ce que finalement, après 20 ans, vous avez vu, Laurent, des booms dans les commandes? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire dans le pendant et l'après-Covid surtout? Alors, oui, ça s'est vu. Peut-être un chiffre qu'a pas donné Bertrand et que j'aimerais bien donner, c'est qu'en 20 ans, le e-commerce est passé de 1 à 100 milliards d'euros en France. L'an dernier, pour la première fois, il dépasse les 100 milliards. C'est des chiffres qui ne parlent pas beaucoup, mais c'est la progression x 100 en 20 ans. Et l'autre progression qui est très intéressante, c'est que la vente à distance sur catalogue, c'était 5% du commerce global en France pendant longtemps, et c'était assez stable. Et depuis l'arrivée du e-commerce, c'est passé progressivement à 10%, avec une croissance de 0,5%, grosso modo, chaque année. Et ça montre une acceptation, un changement de comportement profond. Aujourd'hui, il y a à peu près 10% des achats qui se font via du e-commerce. L'effet Covid a un effet d'accélération. Tous les médias ont parlé pendant le confinement de ces rayons de pâtes, de farine et de riz désespérément vides dans les supermarchés. Les gens ont eu peur de ne pas pouvoir manger, sont tournés vers les sites internet. Dès qu'on avait un arrivage de farine ou de pâtes, grosso modo, on était dévalisé quasiment en 24 heures. Et on avait beau fournir de la farine, des pâtes et du riz. Et donc ça montre que, oui, il y avait un comportement, il y avait un besoin d'acheter. Les gens ne savaient plus, il y avait une peur, une frayeur de sortir, d'aller au supermarché, au drive, dans les commerces de proximité qui parfois eux-mêmes étaient fermés. Donc on se tourne vers Internet. Et il y a un très fort changement de comportement puisque les gens ont adopté beaucoup les sites d'achat en ligne d'alimentation, alors que les achats en alimentation étaient plutôt en retard par rapport à la moyenne des autres secteurs. Et il y a eu un gros rattrapage pendant cette période Covid. Alors toute la question maintenant, c'est est-ce que parmi toutes ces personnes qui ont pour la première fois acheté de l'alimentation en ligne pendant ce confinement pour des raisons évidentes, est-ce qu'une partie va continuer à acheter de temps en temps de l'alimentation en ligne? Ce que semble dire la FEVAD en disant que l'effet Covid aura fait gagner 2 ou 3 ans au e-commerce, c'est plutôt oui. Ce qui semble se dessiner cet été, c'est plutôt oui, mais c'est un peu trop tôt pour le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu la sortie du confinement, l'été, et c'est maintenant où on va voir si les comportements finalement sont rentrés vraiment dans une plus grande utilisation de l'e-commerce, y compris pour de l'alimentaire. Voilà, mais encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer le commerce au e-commerce. Le e-commerce, c'est 10% du commerce global. C'est beaucoup déjà 10%, puisque c'était que 5 il y a quelques années, mais je pense que l'effet Covid va faire gagner 1 ou 2%, va basculer 1 ou 2%
des échanges en e-commerce et en cela va accélérer le développement du e-commerce en France et dans le monde. D'accord. Loïc, peut-être, alors forcément, e-commerçant un peu particulier, puisque parapharmacie, leader français, crise du Covid, je pense que vous n'avez pas dû beaucoup dormir la nuit, a priori. Ouais, ça a été un très gros challenge pour les équipes. En effet, on s'est retrouvé avec une forte croissance. On était jusqu'à 30-40% au-dessus de notre prévisionnel qui était déjà en croissance de l'année précédente. Donc c'était un petit peu pour nous comme faire Black Friday sur tout un mois sans l'avoir prévu et en ayant un taux d'absentéisme bien sûr qui était assez important de par la situation sanitaire. Donc ça a été un véritable coup de force qu'il a fallu mettre pour réussir à faire sortir la logistique qu'il nous fallait. Ce qui a été très intéressant de voir, c'est que les consommateurs ont suivi l'évolution et les besoins qu'il y avait derrière nous, de se dire que les promesses d'avant ne pouvaient pas être les promesses qui seraient tenues pendant le Covid. Et je pense qu'Amazon a joué un très grand rôle là-dedans en expliquant à tout le monde très rapidement qu'il livrerait en une semaine dans le meilleur des cas et que donc du coup tout le monde s'est calmé sur à quelle vitesse on est capable de livrer, surtout dans des périodes où à certains moments l'acteur principal qui est Colissimo ne travaillait que 3 jours dans une semaine. Donc compliqué d'avoir une grande expérience client. Nous on a fait même le choix d'arrêter le téléphone pour justement mieux vaut ne rien dire plutôt que redire toujours la même chose et pas être forcément très pertinent. Mais au final, les consommateurs ont bien suivi et tout à fait accepté ça. On a vu surtout un véritable besoin de savoir qu'on était toujours vivant, qu'on avait toujours des commandes à leur nom chez nous. Et donc, c'est cette communication dans la durée, puis une refonte complète de la logistique à certains endroits, puisqu'on a fait des investissements que on avait prévu de faire dans les 6 à 9 mois qui venaient. Au final, en 2 semaines, ça a été fait. On a revu complètement l'automatisation de notre chaîne. Donc, gros challenge, je pense que c'est tout simplement la base de notre métier, c'est quoi ? C'est de répondre aux questions quand les gens se disent il y a bien quelqu'un qui achète ça qui vend ça sur Internet. Des moments où un consommateur se pose cette question-là, que ce soit dans l'alimentaire ou que ce soit pour moi dans la parapharmacie, on a mis en place des stratégies marketing pour venir les récupérer. Forcément, un confinement va accélérer naturellement ce questionnement. Avant, il était surtout limité par la vitesse à laquelle Amazon, Vinted ou autres venaient grignoter un peu des parts de cerveau des gens pour se dire que j'achète de plus en plus de choses sur Internet, donc pourquoi pas ça. Donc, on a bien vu un énorme effet. On a bien vu, pour nous, on est sur un secteur où le web représente à peu près 5%, 5-6%. On est monté jusqu'à 15% pendant cette période-là. Ce qui, je pense, être notre rythme de croisière dans plusieurs années. Mais je pense qu'on est redescendu aussi derrière parce qu'il faut se dire que les gens, avec moins de contraintes, ça veut dire qu'ils ne reviendront pas. C'est-à-dire que par contre, il faut savoir que ce sont des clients et c'est normal qu'ils vont passer entre e-commerce et commerce en fonction de leurs besoins et des conditions sanitaires à un instant T. D'accord. Et donc cet après-Covid, pour vous, c'est quoi ? C'est la même population qu'avant ou est-ce qu'il y a vraiment des nouvelles populations ou des comportements qui sont plus les mêmes ? Je sais pas, à une époque, alors c'est pas grand-chose à voir avec le Covid, mais on parlait beaucoup des abonnements, des box dans lesquels on commandait, on souscrivait à l'e-commerce, etc. Finalement, post-Covid, qu'est-ce qui se passe ? On continue d'acheter en one-shot et en comparant le prix Amazon versus le prix... Oui, ça a pas... Ce qui a été très intéressant pour nous, c'est que les cohortes qui ont été recrutées se sont comportées pour l'instant exactement de la même manière que les gens qui ont été recrutés de façon normale. C'est-à-dire qu'il y a la même fréquence de réachat, même type de panier ou autre. Ça n'a pas inventé de nouveaux modes. Alors nous, on a fait le choix aussi de ne pas être opportuniste, c'est-à-dire de ne pas pousser que du gel hydroalcoolique, des masques chirurgicaux ou autre, parce que notre métier, c'est plutôt d'acquérir des clients sur de la durée plutôt que d'essayer de faire venir un avion de Chine et en espérant qu'on écoule tout à la sortie du tarmac. Donc oui, forcément, par contre, on retrouve les mêmes modes. C'est juste que ça a accéléré le questionnement des gens et donc ça fait venir plus rapidement des gens sur l'e-commerce. Je ne sais pas si Laurent a eu la même... Alors, chez nous, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'a priori, encore une fois, c'est jeune, mais les clients recrutés pendant le Covid ont l'air plus fidèles que les clients classiques que l'on avait le reste du temps. Après, ce que je pense sur le long terme, pendant le Covid, l'expérience d'achat hors Internet était fortement dégradée parce que d'abord, on n'avait pas le droit de sortir ou de sortir juste une demi-heure ou 1 heure et dans des conditions où tout le monde avait peur. Mais je pense qu'en augmentant l'achat sur Internet, les gens aussi se sont mis à poser la question en disant finalement, est-ce que c'est très valorisant et est-ce que je me réalise quand je fais mes courses au supermarché ou au centre commercial ?
il y a pas mal de gens qui se sont dit, finalement, non, c'est pas une fin en soi le samedi d'aller au supermarché. Et on peut aussi préparer un chariot, aller le chercher au drive ou se le faire livrer à la maison. C'est aussi pratique et le temps que j'ai ainsi gagné, je peux l'utiliser à des choses peut-être plus valorisantes où je m'épanouis un peu plus. Et ça, je pense que ça va nourrir un changement de comportement sur le moyen long terme. Quand on parle, le sujet de la table ronde, c'est le futur du e-commerce. Et je pense que ce changement de comportement, il a été boosté par cette prise de conscience un peu forcée, obligée que le Covid a générée. Est-ce que justement, les besoins peut-être particulièrement dans l'alimentaire et sur le mieux manger, manger plus local, etc., qui est quand même un item qu'on retrouve très souvent, est-ce qu'il y a des impacts ou des évolutions que vous voyez sur la logistique et la façon dont on va organiser ce circuit court qui est finalement un petit peu éloigné de Amazon qui s'achète ses avions et ses camions pour faire Shanghai, Paris, Paris-Toulouse? Alors, oui, mais c'est contrasté. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte en disant que depuis 10 ou 15 ans en France, tout le monde parle de mieux manger, parle de se réintéresser à des produits de qualité, de proximité, de locavore, de choses comme ça. Tout le monde, et je pense que c'est une tendance de fond et que ça va encore continuer et que l'on veut aujourd'hui des produits qui aient du sens, qui soient faits localement, qui soient avec une certaine transparence et une certaine éthique. Ce qui a été extraordinaire pendant la crise Covid, c'est la multiplication, vous l'avez évoqué, de toutes ces plateformes. Il y a une génération spontanée de plateformes de mise en relation de producteurs et de consommateurs. Il y en a eu quasiment une dans chaque département, voire une dans chaque région, voire une dans chaque bassin de vie. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que toutes ces plateformes, leur activité est redescendue à des niveaux non soutenables et elles disparaissent toutes les unes après les autres. Je n'ai jamais reçu autant de dossiers de rachat de plateformes que depuis mi-août, parce que l'activité... Donc oui et non, c'est-à-dire que oui, il y a un intérêt fort pour cet achat local, cet achat qui fait sens chez le producteur que l'on connaît, mais quand le marché de proximité, le commerçant de proximité réouvre, cette plateforme et l'achat direct reculent aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas raisonner juste sur 2 ou 3 mois, c'est plutôt des tendances plutôt longues, et c'est des changements de comportement qui se verront plutôt sur des séquences de 5 à 10 ans. Après, moi je trouve les gens votent avec leur portefeuille et ils disent autre chose quand on leur pose des questions. Si c'était réellement le cas, vous n'avez pas vu le tableau parce qu'on était les seuls à le voir, on n'aurait pas Wish comme 4e site français. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il a de français d'ailleurs. Au niveau du local, je vous laisse avoir au jugement sur ce que ça apporte. Voilà, c'est les gens. Il y a des tendances de fond, c'est vrai, et je pense que ça se sent au niveau de la sélection des produits et autres. Après, si Amazon réussit à faire du local et à mettre 3 contacts entre les gens, je pense que, ou même moi faire de la parapharmacie, on va pas servir à grand chose et on va pas être là les années suivantes, quoi. Hein. Donc, l'enjeu, c'est de réussir à créer ça avant qu'eux ne le fassent. C'est un enjeu de timing. Puisque ces tendances-là sont des tendances de fond. Après, il faut vraiment écouter le consommateur sur comment il vote avec son portefeuille et il n'y a que ça, je trouve, de vrai. Est-ce qu'il y a des choses à retenir d'ailleurs sur ça? Alors à chaque fois qu'on fait cette conférence, tous les ans, on a la même question et en général à peu près la même réponse, mais comment on fait pour résister justement à ce rouleau compresseur? Le tableau était symptomatique de ça. Les premiers classements, c'est Amazon, Alibaba, AliExpress qui est son petit frère ou effectivement Wish. Donc comment est-ce qu'on fait quand on veut faire du local pour anticiper le fait que Amazon, on l'a vu aux US avec le rachat qu'ils ont fait des magasins alimentaires bio physiques, ou toi dans la parapharmacie, comment on se prépare quand on est e-commerçant à résister à ce rouleau compresseur Amazon, bon, c'est le plus simple, c'est celui qui nous vient. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut retenir et qui sont peut-être utilisables par tout le monde? Je sais qu'il y a beaucoup de services chez... Moi, c'est une logique de trouver sa proposition de valeur. Quelle est la proposition de valeur? Je ne sais plus qu'il y avait une étude qui a été faite par Google il n'y a pas si longtemps que ça sur des logiques de retailer pur et dur, comme moi, c'est-à-dire on est distributeur de produits quand même, donc on vit par la qualité des marques qu'on représente. En gros, les études démontraient que l'attachement d'une personne à un distributeur, elle est proche de 0 en fait. Il n'y a rien à faire. Les propositions de valeur du distributeur, je ne vais pas chez Leclerc parce que c'est bleu, je ne vais pas chez Intermarché parce que c'est des mousquetaires. Non, c'est souvent d'autres logiques qui sont derrière. Et en fait, la seule qui tenait vraiment, c'est
les gens venaient et revenaient. La seule façon pour être numéro 1 dans l'état d'esprit des gens et que la recherche du coup commence par chez vous, c'est juste est-ce que vous exécutez bien sur votre proposition de valeur. Ce qui à la fois veut tout dire et rien dire. Amazon l'a démontré formidablement bien en disant ma proposition de valeur c'est de tout avoir et de livrer tout le lendemain. Donc proposition de valeur assez forte. Et nous, notre proposition de valeur, elle est sur du conseil, sélection, prix, dans cet ordre-là. Et on voit que quand on exécute bien sur cette logique de conseil, d'une sélection pertinente et de plus en plus large pour tous les produits de bien-être pour moi et pour mes proches, derrière, on continue à grandir et à avoir des clients et à augmenter en repeat. Donc la proposition est là. Et après, pour finir sur la réponse, c'est juste encore une fois plus qu'une question de timing, à nous de devenir plus gros avant qu'eux n'aient le temps de se poser cette question-là. Sur l'alimentaire, je partage ce que tu viens de dire, Loïc, mais la difficulté pour les grandes plateformes, c'est d'agglomérer des micro-productions et de le faire intelligemment. Amazon sait très bien agglomérer des produits mass market. Des fois, on se demande même s'ils se posent la question de ce qu'ils ajoutent à leur catalogue quand on voit les récents scandales qui ont eu lieu. Dans l'alimentaire, la difficulté, c'est qu'il y a vraiment des strates d'alimentation, de produits très bas de gamme et des produits plutôt pas forcément très haut de gamme, sens luxe, mais avec des différentiels de prix, on vient de le dire. Il n'y a rien qui ressemble plus à un mauvais produit alimentaire que mon produit alimentaire. Ça peut être la même recette, mais c'est juste les intrants, la recette. Et le juxtaposer dans un catalogue, jusqu'à présent, ça ne marche pas. Et c'est ce qui fait que sur les grosses places de marché, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à vraiment performer parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans une logique de construire une offre homogène. Et donc, ça laisse de la place pour d'autres acteurs plus petits qui assument des choix. Sur Bien Manger, on ne prétend pas avoir tous les produits de la terre de tous les producteurs de France ou de Navarre, ce n'est pas possible. Mais on prétend sur chaque segment avoir 3-4 niveaux d'offres et un effet longue traîne, un bon rapport qualité-prix, des produits un peu exceptionnels, et puis couper les autres. Et par exemple, on n'a aucun intérêt à avoir un miel chinois. Or, il y en a partout dans les étagères des grandes distributions et sur Internet. Donc, je pense que quand on essaye d'être homogène et d'expliquer ça et d'apporter cette information et ce service aux clients, on peut se différencier de ces très grosses marques, de ces très grosses plateformes. Alors après, ça reste un marché de niche. Sur l'alimentaire, on est d'accord que le gros des volumes se fait par la GMS et par Amazon aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se font tous la guerre, en France, aux États-Unis, un peu partout. Mais je pense qu'il y a des zones quand même où peuvent s'épanouir des enseignes comme nous, mais dans d'autres secteurs, c'est vrai aussi, qui apportent une expérience un peu différente aux clients. Et pour aller un peu plus sur la prospective, chaque année, il y a des tendances qui ressortent. Alors, on a parlé des souscriptions il y a quelques années. On voit une importance grandissante des influenceurs, du rôle de la vidéo, du rôle des réseaux sociaux, ou en tout cas l'émergence de nouveaux réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a comme ça des tendances auxquelles vous croyez, soit dans le comportement des consommateurs qui changeraient, soit des nouveaux outils qu'il faudrait exploiter pour aller soit les acquérir, soit les fidéliser? Ou est-ce qu'on en revient, comme d'habitude, à avoir les bonnes bases de données et bien les traiter? Ouais, tout dépend de ce qu'on veut faire, en fait. Je pense que c'est là où je rejoins complètement Laurent. Si ce qu'on vend pour nous, c'est de la commodité, c'est-à-dire tous les produits se ressemblent et il n'y a pas de différence entre les deux, forcément, les stratégies seront très différentes de si on essaie de vendre des produits avec du conseil et de la qualité de sélection. Donc, dès le moment où on veut faire ça, comme c'est le cas pour nous, malgré notre nom, c'est forcément pour moi, je viens du contenu et du contenu vidéo. Donc, j'ai toujours cru que l'avenir de l'e-commerce serait le contenu, quelle que soit sa forme. C'est-à-dire que la fiche produit telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un tue-l'amour. Il y a 25 000 façons de le faire différemment. On n'a pas encore trouvé les bonnes façons, ni sur la forme, ni sur la façon est-ce que c'est industrialisable ou pas, parce que c'est sympa de faire de la vidéo, mais au coût de la minute, ça devient très compliqué. Donc, je pense qu'on va arriver sur ce genre de choses, et en effet, mais c'est nous, l'influence, on n'en fait pas. On n'utilise pas des influenceurs parce que ça revient aussi à notre proposition de valeur. L'influenceur chez nous, c'est le pharmacien. C'est celui qui conseille.
Voilà, ça ne peut pas être une autre personne. Donc après, tout dépend de comment on se positionne vis-à-vis de ça. Mais il y aura toujours des outils à tester. Après, in fine, ceux qui gagnent le plus d'argent en ce moment, ça reste Google. Hein, et ça reste un petit peu Facebook à moindre mesure. Donc on n'est pas encore sur les mêmes ordres de grandeur entre les deux, ce qui tente à démontrer qu'est-ce qui est le plus efficace entre juste un bon vieux lien textuel de recherche ou faire une vidéo avec un influenceur. Oui, alors si on parle des tendances, moi je dirais il y a quand même 2 facteurs importants. C'est on est dans un monde mobile first, où aujourd'hui il y a encore beaucoup d'achats qui se terminent sur ordinateur, mais qui se préparent sur mobile, et avec une fragmentation des parcours clients. C'est fini où les personnes arrivaient sur un site et passaient commande dans les minutes suivantes. Aujourd'hui, les études Google parlent de 30 à 40 interactions avant un achat. Et alors, si on dit 30 à 40 interactions sur des supports différents, smartphone, ordi, tablette, depuis éventuellement des ordis différents, et en plus dans un contexte RGPD, e-privacy, où on commence à dire que les cookies c'est fini, il y a une profession jeune qui est celle de e-marketeur, qui n'existait pas il y a 20 ans et qui aujourd'hui se demande ce qu'elle va devenir. Parce que on se dit, si on nous enlève les outils que l'on utilise aujourd'hui pour mesurer notre cher ROI, comment on va mesurer ça et comment on va ajuster nos stratégies demain. Alors, avec une vue courte, c'est un peu inquiétant. Avec une vue un peu plus longue, on se dit, ma foi, c'est une profession très jeune qui a moins de 20 ans. Elle va connaître des soubresauts. Il y a d'autres outils, d'autres façons de faire qui arrivent déjà pour mesurer ça. Mais c'est quand même assez challenging pour les 2-3 prochaines années. Après, si je jette un peu méchant... La publicité télé a très bien vécu sans aucune mesure pendant beaucoup d'années. Hein. Oui, c'est vrai. Mais on s'était bien habitué à avoir des bonnes métriques. Moi, j'ai une dernière question parce que j'entends des e-commerçants avec 2 discours différents à chaque fois. Est-ce que vous constatez une vraie tendance de vos clients à demander peut-être des livraisons moins rapides, plus respectueuses de l'environnement, ou est-ce qu'on est toujours, si tu ne me livres pas demain, j'irai acheter ailleurs ? J'entends un petit peu tout et son contraire sur le sujet. Est-ce que le consommateur a vraiment changé de ce côté-là ? Pas chez nous. Hein. Pas chez vous. Non. Après, c'est pas quelque chose qu'on pousse. Je reviens sur la proposition de valeur. Hein. Est-ce que c'est aligné ? C'est sûr, si je vendais une logique, on vend des produits naturels et autres, hein, bien sûr, mais c'est pas, les gens ne viennent pas chez nous pour s'aligner avec ça, forcément. Et donc, je pense pas que ça soit une forte demande. Après, ça devient très vite antithétique si on continue à tirer le fil de la pelote de laine. Dans ce cas-là, pourquoi commander en ligne ? Donc, si on va jusqu'au bout du raisonnement. Donc, la difficulté, elle est là, et que, in fine, j'ai toujours malheureusement tendance à dire que ils votent avec leur portefeuille, et on voit bien qu'ils continuent à remettre de l'argent dans ceux qui les livrent les plus rapidement possible, avec le maximum de services, et sans pour autant se poser la question de quelle est l'équation écologique derrière tout ça. Et dans l'alimentaire, bon, évidemment, la livraison, c'est un petit peu différent dans l'alimentaire, mais est-ce que, pareil, on a toujours cette même pression sur le délai de livraison, où on accepte d'être livré à 1 semaine, 15 jours pour que les produits soient plus frais ou être traités avec une chaîne CO2 plus sympa ? Non, à part pendant le Covid, où les gens, je trouve, ont relativement bien joué le jeu et ont compris que le service avait été dégradé et que même en faisant du mieux possible, les 48-72 heures n'étaient pas tenables. On revient à une forme d'impatience, mais ça c'est un peu le mal de nos années, de nos comportements. On veut tout de suite. J'ai commandé hier soir. Si j'ai pas reçu un mail à midi comme quoi le colis était parti, c'est qu'il y a une erreur, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous foutez ? Où est mon colis ? On essaye de temps en temps, nous, sur certains produits un peu spécifiques, de faire des pré-ventes en disant c'est des ventes, vous pouvez commander pendant 1 semaine et ça sera expédié à telle date. Donc c'est avec une sorte d'effet retard de livraison, mais c'est minoritaire, et je pense que globalement le marché aujourd'hui attend de la vitesse et l'effet livraison propre, même si de plus en plus d'opérateurs logistiques jouent le jeu, d'aller vers moins d'avions, plus de transport propre, les derniers kilomètres en véhicule électrique.
quand on communique là-dessus, c'est pas quelque chose Qui va déclencher. qui Donc, le déclenche monde d'après l'enthousiasme. ressemble beaucoup au monde Presque d'avant, tout le quand monde considère ça normal, mais j'ai jamais entendu quelqu'un me dire c'est une cause de commande, non-commande. même. D'accord. Clair. Ok, merci. Des questions dans la salle, des points que profiter de nos intervenants? Non? Personne? Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup de votre présence et de la qualité de vos réponses. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.